Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on avait fait mardi, ok. On s'est pas mal intéressé à la notion de travail. Euh, on a vu que le travail, finalement, ben, c'était de l'énergie, d'accord, qu'on mesurait en joules. Donc, le travail, ça représente finalement une quantité d'énergie qu'on va pouvoir aller transférer à un système, ou du moins qui va se transférer à un système pour le faire changer d'état. Donc on peut passer d'un état 1 à un état 2 ou un état initial à un état final. Et pour pouvoir modifier cet état-là, ben, ce qu'on fait, c'est que le système va gagner ou perdre de l'énergie. Euh, on avait rapidement vu la convention de signe. Donc on est, ben, du moins une force exerce un travail positif quand la force et la distance ont le même sens. Et puis le travail de la force était négatif lorsque la force et la distance étaient de sens opposé. Donc c'est pour ça qu'on en avait conclu que la force de frottement, ben, elle était toujours négative parce que la force de frottement s'oppose toujours au déplacement. De manière générale, on a également vu que le travail, qu'on note W pour passer d'un état initial à un état final, ou le travail d'une force pour faire passer un système d'un état initial à un état final, c'était égal à la composante parallèle de cette force, donc la composante parallèle à la distance, et multipliée par cette distance-là. Donc si on est évidemment sur l'axe des x, ça peut se résumer à fx, ou f de x comme ça, multiplié par notre déplacement en x. Ça, c'était d'une manière générale. Puis, à partir de là, on avait décidé qu'on pouvait aussi trouver des formules pour certaines forces qu'on connaissait ou qu'on utilisait fréquemment, notamment le poids. Donc, pour le poids, on avait que le travail du poids, c'était égal à moins mg delta h, ou h final moins h initial, comme vous préférez. Donc h étant la hauteur finale, puis hf étant la hauteur finale, puis hi la hauteur initiale. Donc dépendamment un petit peu de ces positions relatives-là, le travail va pouvoir être positif. Donc positif comme par exemple je lâche quelque chose du haut vers le bas. La force va faciliter le déplacement. Par contre, si je veux monter une caisse quelque part, ben, ça va me demander une force extérieure pour faire ça. Donc là, le travail va être négatif. Ensuite, on avait vu le travail de la force d'un ressort. On avait vu que le travail de la force d'un ressort, c'était moins une demi de K multiplié par la déformation, de manière générale, du ressort final au carré, moins la déformation du ressort initial au carré. Alors ici, on avait que K, c'était la constante de rappel, la constante de rigidité. Qui s'exprimait en newton par mètre. Et on avait que les XR, c'était en fait la valeur absolue de l'allongement de notre ressort. Donc il n'y a pas de signe pour le XR, c'est beaucoup plus simple. Et lui s'évalue évidemment en mètres. Okay. Et finalement, on avait également aperçu c'était correct en fait, la force de frottement. Okay. Je vais mettre 2 points ici. Donc le travail de la force de frottement, lui, il est toujours négatif, d'accord, et il correspond à la force de frottement cinétique, parce que si on a un déplacement, nécessairement, ben, on se déplace, d'accord. Donc il faut prendre en compte le coefficient de frottement cinétique multiplié par la distance parcourue. Donc là, je vais l'écrire, la distance parcourue. On ne peut pas prendre seulement la position finale puis la position initiale ici. Parce que ce qui compte vraiment, on a vu que c'était une force non conservative. Donc ce qui compte ici dans le frottement, c'est tout le chemin qui a été parcouru.
chaque millimètre que vous parcourez, vous perdez de l'énergie à cause du frottement. Oui. Et pour terminer, on avait rapidement fait un lien entre le travail des forces. Donc si on prend un système sur lequel on applique des forces, on se retrouve avec un travail total. Et on avait remarqué que le travail réalisé sur un système correspondait en fait à la variation d'énergie cinétique, le delta énergie cinétique. Et que ça correspondait à 1 demi de m fois la vitesse finale au carré, moins 1 demi de m multiplié par la vitesse initiale au carré. Avec évidemment que 1 demi de m fois v carré, c'est ce qui correspond à l'énergie cinétique. C'est ce que j'ai noté au-dessus, le EC. Puis des fois en anglais, on note simplement ça, grand K. À pas correspondre, à pas confondre avec évidemment la constante de rigidité, ça n'a aucun rapport. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Ouais. Donc, ici dans l'exercice 2, on souhaite calculer le travail total accompli sur un skieur de 75 kg lorsqu'il glisse de 40 mètres de long un plan incliné à 15 degrés, 15 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, on va considérer que ça c'est notre skieur. On va prendre un point. Un point qui est évidemment une masse de 40 kg. Ce skieur là, il a... En fait, on va faire la pente ici. Il parcourt ici. Donc ça serait mon état initial. Et ça serait mon état final. Okay. Entre les deux, il s'est passé une distance de 40 mètres. Il y a un truc qui marche pas. 75 kg. C'est quoi le... Ouais, c'est beau? Ouais, j'ai comme confondu les deux. Et finalement, on sait que cette distance-là, elle est orientée à un angle de 15 degrés. Donc là, mon schéma n'est pas à l'échelle, ça ne représente pas un 15 degrés, ça, mais... Et on sait qu'ici, entre les deux, entre le skieur, ou entre les skis puis la neige, on va avoir un coefficient de frottement cinétique, mu-k, qui va être égal à 0,08. Donc, rapidement, ici, on retrouve que sur notre skieur, celui-ci va avoir son poids, donc toujours vertical, orienté vers le bas. Ce serait le poids du skieur. Alors, il va également avoir sa normale qui va apparaître. Okay. Et évidemment, si on a un coefficient de frottement cinétique, c'est parce qu'on a une force de frottement. Donc, on va mettre la force de frottement cinétique parce qu'on sait qu'on est en train de se déplacer. Il n'y a plus vraiment besoin ici d'aller chercher le fait que est-ce qu'on se déplace, oui ou non. Est-ce que ma force de frottement est plus grande que ma force de forcement nécessaire? On le sait déjà, on est en train de se déplacer. D'accord? Donc évidemment, ce DCL-là, il est valide tout au long de la trajectoire, donc c'est pas la peine que je le refasse partout. Là. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rapidement calculer le poids du skieur ici. Fait qu'on avait 75 multiplié par 9,81. Ça peut toujours servir de... Évidemment, je vais t'allumer ça. Je vais le faire tout de suite. Là. Bon, je le mets souvent dans les équations, là, 75 fois 9,80, mais c'est un petit peu long à écrire à chaque fois. Donc on arrive à 735,8. Newton. Alright. Fait ici, j'ai plusieurs forces qui vont induire un travail. Fait c'est quoi les forces qui vont induire un travail sur le skieur finalement?
quoi les forces qui vont induire un travail sur le skieur? Oh, pardon. Je sais pas, mais est-ce que c'est normal? Ah, ok, c'est bon. C'est passé. Alors, m'aider? Il va y avoir du frottement sur ces skis, non? Donc, est-ce que la force de frottement induit un travail? Ah, ok. Une résistance. Ok. On se rappelle ici, si je regarde première chose. D'accord. Si je reprends ça. Ok. Pour qu'une force induise un travail, qu'est-ce que ça me prend? Ça me prend deux conditions. D'accord. Sa première condition, c'est qu'on ait une force qui soit parallèle au déplacement. Puis la deuxième condition, c'est qu'on ait un déplacement. D'accord. Donc, dans le cas de la force de frottement, est-ce que ces deux conditions sont respectées? Est-ce que j'ai une composante de la force de frottement qui est parallèle au déplacement? Bah, elle est directement dessus, elle est pas vraiment parallèle. Ben, elle est parallèle. Alors, le déplacement, lui, il est comment? Ça, Oh, c'est elle est mon parallèle au déplacement. déplacement, mais elle est directement dessus. Je sais pas si ça revient à la même chose. Ben, est-ce qu'on a une composante parallèle? Oui, en fait, l'entièreté de la force ici est parallèle. D'accord? Donc, sa composante, c'est effectivement l'entièreté du vecteur. D'accord? Donc, effectivement, ça compte, puis ça compte encore même plus que les autres. D'accord? Donc, si ça, c'est mon déplacement, effectivement, la force de frottement, elle a une composante qui est parallèle à mon déplacement. Puis, est-ce que j'ai un déplacement? Quoi? Oui, sur le long terme, oui, il va se déplacer. Ben, sur le long terme, oui, il va se déplacer de 40 mètres. Il n'y a pas de long terme. N'hésitez pas, là. Il n'y a, pas de, il y a pas de, il y a pas de piège là-dedans. Il n'y a pas de... Ok, donc, oui, ma force est parallèle au déplacement. Et en plus, j'ai un déplacement. Donc, nécessairement, ça implique que cette force-là, la force de frottement, elle va induire un travail. D'accord? Donc, on pourrait peut-être commencer par calculer le travail de la force de frottement. En fait, pourquoi je vais la lire? Ouais. Donc, on sait que le travail de la force de frottement, c'est la force de frottement cinétique multipliée par la distance parcourue. Alors, la distance parcourue, on le sait, c'est 40 mètres. Ouais, pas de doute. Par contre, est-ce qu'on connaît la force de frottement? Ou du moins, comment est-ce qu'on pourrait calculer la force de frottement? Je ne comprends pas de raccourci, on y va avec les Avec équations. Muka fois la normale, fois le poids, je veux dire. Donc, on pourrait dire que la force de frottement cinétique, c'est μk multiplié par La normale. la normale. Ok. Mais là, on ne connaît pas la normale. D'accord. Donc ça, je sais que ça va être finalement 0,08 multiplié par la normale. Ok, mais je ne connais pas la normale. Fait que comment est-ce qu'on trouve la normale? À partir du poids. Ouais. Donc on écrit nos équations là, d'accord? Donc si je fais somme des forces en Y, encore une fois, évitez de prendre des raccourcis là, d'accord? Donc là, j'avoue que ce cas-là est relativement simple, mais on va avoir notre composante en, mettons, en Y du poids qui va correspondre à la normale. Mais si j'avais rajouté une force, ok, ça n'aurait pas été le cas. D'accord. Donc, si vous voulez calculer la normale, vous voyez que c'est selon l'axe des Y, on ne subit pas d'accélération. Donc, on écrit nos équations. Donc, somme des forces en Y, j'ai pas d'accélération en Y. Si je considère que, en passant, j'ai pas pris comme couleur ça. Si je considère que ça, c'est mon axe des Y et que ça, c'est mon axe des X. Donc j'ai bien somme des forces en Y est égale à 0, j'ai pas d'accélération. Et j'ai N moins, ici j'ai 15 degrés, moins le poids multiplié par cos de 15. Donc là je peux trouver ma normale. Ma normale, ça va être égal à... Calcul. Donc j'avais dit que mon poids c'était 735,8
multiplié par presque 15. 710,7, mettons. Newton. Donc à partir de cette normale-là, je peux revenir à ma force de frottement. Donc ma force de frottement cinétique, c'est 710,7 multiplié par 0,08. Je multiplie ça par 0,08. Ce qui me donne 56, mettons 9. Ah. Je peux le mettre là. 56,9 newtons. Puis à partir de la force de frottement, je peux aller recalculer cette fois-ci le travail. Donc, le travail de ma force de frottement, ça va être égal à 56,9 multiplié par 40. Multiplié par 40, c'est-à-dire 2,27 10 à la 3. Joule. Ici, on a oublié quelque chose d'important quand même. Vous pensez pas? J'ai oublié un petit truc là quand même qui a quand même son importance. Non, personne? Ouais. Mais j'allais dire les signes. Ouais, exact. J'ai oublié le signe ici. La force de frottement est toujours négative. D'accord? Si t'es rendu d'intention, ça coûte cher. D'accord? Donc j'avais oublié mon moins ici. D'accord? Donc effectivement, le travail de la force de frottement correspond à moins 2,27 10 à la 3 joules. Ok? Ok, je vais mettre une page en plus. Là. Ok. Ensuite, donc si on reprend on va faire rapidement le diagramme là. Donc on avait en fait, je vais juste faire en noir et blanc. J'avais mon poids, bon, j'avais mon plan incliné qui était comme ça. Okay. J'avais la normale ici et j'avais la force de frottement cinétique. Okay. Est-ce que j'ai une autre force qui induit un travail sur le skieur? Est-ce que son poids va être important? Parce que vu qu'il y a un poids, ça prend de l'énergie. Ben, c'est une façon de raisonner, mais la meilleure façon de raisonner, c'est de regarder est-ce que mon poids a une composante qui irait dans la même direction, enfin qui aurait la même orientation que le déplacement. Donc ici, on voit que effectivement le poids, lui, il a une composante. Je vais la faire en bleu comme ça. Donc on a notre WX ici, notre poids en X, qui a une composante parallèle au déplacement. Donc oui, effectivement, il va induire un travail sur le skieur. D'accord? Donc encore une fois, c'est parce que j'avais pris un repère XY. Y et puis X. D'accord? Donc effectivement, il va falloir qu'on calcule aussi le travail du poids. D'accord? Donc le travail du poids, on a vu que c'était moins mg multiplié par h final moins h initial. Okay? Donc, dans notre système, nous, on s'en va. Est-ce que c'est noté ici? Bon, alors c'est sûr qu'ici, on ne considère pas vraiment le sens, mais on imagine qu'un skieur, s'il glisse, à part s'il y a un remont de pente là-dedans, c'est qu'il est en train de descendre. Donc on va considérer ici que c'est ce que j'ai considéré déjà j'avoue depuis le début, là, mais on va considérer qu'il est en train de glisser vers le bas. Donc ça va être ma hauteur finale, ça va être ma hauteur initiale, puis on va considérer que
ma hauteur initiale ici, pardon, excusez-moi, ma hauteur initiale puis ma hauteur finale, d'accord? On va considérer que ma hauteur finale, ça va être 0. D'accord? Mon point le plus bas, je le prends comme étant 0. Comme ça, ici, ma hauteur initiale, ça me donnerait une valeur positive. On pourrait faire l'inverse, d'accord? L'un dans l'autre, ça revient à peu près au même. D'accord? Check. Donc, on va avoir ce magnifique triangle rectangle ici, avec un hypoténuse qui va valoir 40 mètres et un angle ici de 15 degrés. D'accord? Ce qui me donne que cette hauteur initiale va être égale, ou du moins on va dire que le sinus de 15 est égal à la hauteur initiale divisée par l'hypoténuse. Donc c'est opposé sur hypoténuse. Et donc la hauteur initiale, ça va être 40 sin de 15. Si on fait ça, on va 40 multiplié par sin de A 15. Tac. Nous amène à 10.35. Bon, mettons 3 mètres. Donc ici, ma hauteur initiale, ça va être 10,3 mètres. Puis ma hauteur finale, ça va être 0. D'un autre côté, si j'avais pris ici que la hauteur initiale, c'était 0, j'aurais eu une hauteur finale qui aurait été égale à moins 10,3 mètres. L'un dans l'autre, ça revient exactement au même. Okay. Ce qui nous intéresse, ça va être la différence. Donc, dans mon travail du poids, je vais avoir le poids de mon skieur, 75 kg multiplié par l'accélération gravitationnelle, 9,81, multiplié par ma hauteur finale 0, moins ma hauteur initiale, 10,3. D'accord? L'un dans l'autre, je vais avoir une valeur négative multipliée par une valeur négative. Je vais bien avoir un travail du poids qui va être positif. C'est tout à fait normal parce que notre skieur, il est en train de descendre. Donc le poids l'aide à réaliser ce travail-là, à réaliser ce travail de descente. D'accord? Ce qui nous donne 75, j'aurais pu prendre le poids directement. Multiplié par cette valeur-là. 7,6, mettons. On va faire ça comme ça. Donc le travail du poids, c'est 7,62, donc 10 à la 3 joules. D'accord? Donc, j'ai un travail total qui va correspondre au travail de la force de frottement plus le travail du poids, donc le travail de toutes les forces qui agissent sur le système, sachant que le travail de la normale est égal à 0. Ce qui me donne moins de 27 10 à la 3 plus 7,62 10 à la 3. Ce qui nous fait un total de 5,34 10 à la 3 joules. Donc on a bien un travail total qui est positif. Okay. Un travail total positif, ça nous indique ici que mon skieur va pouvoir descendre tout seul sans effort extérieur. D'accord? D'une autre manière aussi, on va remarquer qu'il va gagner de la vitesse. Est-ce que ça va? Ouais. Super. Pas de questions là-dessus? Good. Donc, je vais vous laisser regarder cet exercice-là, d'accord, relativement dans la même lignée que ce qu'on a fait avant, peut-être probablement même plus simple en fait. En fait, plus simple, c'est sûr. On a 3 forces qui vont nous servir à amener ce bloc-là au sommet d'un plan incliné. Donc, on va se déplacer de... On se déplace de 10 mètres.
On se déplace de 10 mètres. Notre plan incliné est incliné à 30 degrés. On considère qu'il n'y a pas de frottement dans ce cas-là. C'est relativement plus simple. Et ce qu'on veut calculer ici, c'est le travail accompli par chacune des trois forces. Right? Okay. Donc je vous laisse regarder ça. Ça ne devrait pas prendre plus que 5 à 10 minutes. Là. C'est quoi le travail réalisé par la force F2? Ça va être nul. Ça va être nul. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ça va être nul? Non? Ok, parfait. Donc ça, le travail réalisé par F2 est nul. D'accord? Ensuite, on y va rapidement avec le travail réalisé par F3. Okay? Ça devrait vous prendre environ 2 secondes à calculer. D'accord? On sait que le travail, c'est la force parallèle multipliée par le déplacement. Okay? F3, il vaut combien? Il vaut 30 newtons. Okay? Je me suis déplacé de combien? 10 mètres. 10 mètres. Donc mon travail, c'est combien? Ça sera de 300 joules. 300 joules. D'accord? Est-ce qu'il est positif ou négatif selon vous? Moi, je pense qu'il est positif. Il est positif. On s'entend que la force ici, elle pousse pour que j'aille vers le haut. Donc les deux forces vont bien dans la même direction, dans le même sens. D'accord? Donc le travail est positif. D'accord? Ensuite, la plus dure, c'est probablement F1. D'accord? Et encore, même là, ça ne devrait pas prendre autant de temps. D'accord? Donc on a, encore une fois, la force parallèle multipliée par le déplacement. Okay? Ici, ma composante parallèle au déplacement, c'est celle-là. Donc ce serait, peut-être faire ça mieux, ici. D'accord? Sachant qu'ici, je vais avoir mon 30 degrés. Donc ici, je vous rappelle, elle est horizontale. D'accord? Donc ça, c'est mon horizontal. Okay. Puis là, j'ai mon plan incliné. Donc on a bien 30 degrés. Donc, si je veux faire le calcul de ma force parallèle, ça va donc être 40 cos 30 multiplié par le déplacement 10 mètres. Okay? Qui nous amène à 40 multiplié par cos de 30 multiplié par 10, 346,4 joules. 346,4 joules. Ok? C'est fait. On vient de trouver le travail réalisé par chacune des trois forces. C'est beau? Bon. On va essayer d'aller avec le 4. Ok. Monsieur, Ouais. juste pour l'autre exercice précédent, est-ce qu'on aurait pu aussi utiliser avec les hauteurs finales et initiales? Ben là, quand on utilise la hauteur, c'est pour le poids. Ah, ok, ok, non, c'est bon, j'ai rien dit. D'accord. Donc là, le poids, on l'indiquait pas vraiment dans cet exercice-là. Il y avait juste trois forces quelconques. Là. Puis on voulait calculer le travail de ces trois forces-là. D'accord. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le travail réalisé par tout le système, là, parce qu'évidemment, ben, s'il y a un poids, ça peut changer un petit peu la donne. Ok. Ben, je vais vous laisser regarder un petit peu l'exercice 4. Les questions sont assez bien détaillées. Là. Fait on applique une force de 936 newtons sur une petite voiturette de golf de 540 kg. Le coefficient de frottement qu'on a avec le sol, ça vaut 0.1.
Donc, si on regarde, on a... Je vais peut-être faire ça comme ça ici. Donc, on a une petite voiture. Bon, je vais faire une voiture normale. Une voiturette de gueule, ça ressemble à un truc comme ça. Truc moche là. Ah, c'est parfait ça. Petite voiturette de gueule. Euh... Donc, on a notre poids ici. Donc, le poids de la voiturette, on a 540 kg multiplié par 9,81. On applique une force horizontale de 936 newtons. Donc, on va la mettre, mettons par là. 936 newtons. Alors, évidemment, il va y avoir la normale qui va rentrer en jeu. C'est ma normale. Alors, ici, j'ai oublié la petite pointe de la flèche qui est vers le bas. Et on sait qu'on a un coefficient de frottement ici cinétique entre les pneus. Donc là, on va avoir un MUK qui vaut 0,1. Et on part initialement avec une vitesse V initiale qui vaut 0 mètres par seconde. D'accord? Fait que, globalement, question A, on voudrait la force de frottement. D'accord? Donc ici, on cherche la force de frottement cinétique. Hein. Force de frottement cinétique. Donc ça veut dire que ici, on va considérer ça pour les deux, pour les 4 roues là. Notre force de frottement cinétique. Fait que je vous laisse regarder rapidement, peut-être 2 minutes pour la première question. Est-ce qu'on doit faire comme si... Oh, excuse-moi. Est-ce qu'on doit faire comme s'il y avait 4 forces de frottement à cause qu'il y a 4 pneus? Ben, comme tu préfères. On s'entend que tu as le poids de l'auto. Mhm. D'accord? Donc, tu sais que la normale totale, ben, ça va être 540 fois 9,81 si tu fais ta somme des forces en Y. D'accord? Ou alors, tu divises par 4 la normale, puis tu vas avoir 4 forces de frottement. Mais au total, ça va revenir au même. Ah ouais. Ok. Est-ce que ça va pour la force de frottement? Donc, on a déjà fait ça un petit peu. Oui. Ouais, cool. Ça, c'est rassurant. Donc, on sait que la force de frottement cinétique, c'est la normale multipliée par le coefficient de frottement cinétique. D'accord? Donc ici, ma normale, on peut évidemment poser des équations pour le calculer. Là. Donc on sait que si je fais somme des forces en Y est égale à... En fait, on va regarder. Somme des forces en Y est égale à N moins mon poids. Et ça, c'est égal à... Donc si je fais mon diagramme des MA ici, ben, on imagine que mon cheval va se déplacer selon l'axe des X, mais par contre, il ne va rien avoir selon l'axe des Y. D'accord? Donc, on sait que ça va être égal à 0. Pas d'accélération selon l'axe des Y. Et donc, dans ce cas-là, on trouve que N est égal à mon poids. Alors, je n'ai pas calculé le poids ici, c'est ce que je voulais faire, en fait. 540 fois 9,81, si je l'ai fait, en fait. 5000, en fait, 5, on va dire 3, là. 10 à la 3. Normal, c'est égal à 5,3 10 à la 3. Ce qui m'amène à une force
de frottement cinétique de 5.3 10 à la 3 multiplié par 0.1, c'est-à-dire 530. Alors j'avais combien au début moi? 529 en fait. On va mettre 530 là, je vais regarder ce que j'ai marqué. 530 newton. Newton. À peu près. Ok. Ensuite, on voudrait ici avoir, donc ça c'est relativement simple, même si la question est un petit peu bizarre, on voudrait avoir la force qui permet d'accélérer la voiture. D'accord? Force qui accélère l'auto. Ok? Fait que c'est quoi comme force qui accélère l'auto? C'est le 936 newton. Ouais, sauf que, ben, je pousse 936 newton, mais j'en ai un petit peu de l'autre côté qui s'oppose à ça. C'est pas? Donc en réalité, j'ai pas vraiment 936, j'en ai un peu moins que ça. Ok? Donc, en fait, ce qu'on veut avoir ici, excuse-moi, pardon, je vais peut-être faire ça comme ça. Donc je sais que la somme des forces qui permet une accélération, d'accord? Et je sais que j'ai juste une accélération selon l'axe des x, donc la force qui va accélérer selon l'axe des x, ça va être la somme des forces en x. Donc, c'est quoi la somme des forces qui va arriver en x? Ben, ça va être moins 530 plus 936. D'accord? C'est pas 540? C'est quoi 540? C'est le poids? Ouais, c'est le poids, ça, 540. Mais c'est ça. Alors pourquoi là au début vous avez fait 5.3 fois 10 à la 3, c'est pas 5.4 fois 10 à la 3? Ok, on est sur l'axe des x. Ok, c'est quoi les forces que j'ai sur l'axe des x? Là, on a la force de frottement et le 936. Ok, ça vaut combien la force de frottement? La force de frottement, ben, ça vaut 936. Parce qu'il y a à l'arrêt au début. Non, il accélère. Oui. Mais au début, la vitesse initiale est de 0. Ouais, il y a comme du frottement. Oh, ok, mais moi, là, qu'est-ce que je parle, c'est au A. Ouais. Au A, quand on fait N est égal à W, pourquoi on fait que le W est égal à 5.3 fois 10 à la 3? Non, c'est le poids, ça. Mais ça, c'est pas 5.4 fois 10 à la 3? Mais c'est la Non? réponse. Il parle de la valeur de W que vous avez écrit 5,3 fois 10 à la puissance 3, c'est 5,4 fois 10 à la 3. Ouais, mais ça, c'est la réponse du calcul. Ah, ouais, ok, non. Tu as peut-être multiplié par 10, mais l'accélération gravitationnelle, c'est 9.81, fait que ça fait un peu moins de 5.4. C'est la 3. Ok. C'est beau? Oui. Ok. Donc on a la force de frottement. D'accord? Donc d'un côté, on a la force de frottement, qui s'en va dans le négatif. Puis de l'autre côté, on a la force motrice de l'auto, qui s'en va vers la droite. Donc au total, j'ai une force combinée qui va valoir. On va voir. Je vais comme ça. Ok. Donc au total, je vais avoir moins ça, plus, on pense que c'était mon poids ça. On va commencer. Ça, donc ça c'était ma force de frottement. Plus 936 qui est ma force motrice. Donc on arrive à
à plus 406, mettons 0.2 Newton. Donc la somme des forces en X, c'est égal à 406.2. C'est également égal à la masse pour l'accélération. Parce que là, on est en train d'accélérer vers la droite. D'accord? Bon, rapidement, je vais refaire ça. C'est de plus en plus beau, ça. Tac. Alright. Donc, comme on l'a dit, on a notre poids, la normale, et au final, ben, j'ai une force résultante qui vaut, j'ai dit, 406.3 Newton. D'accord? Donc, ce que j'ai représenté ici, c'est la résultante des deux, de la force de frottement et de la force de propulsion, ou de traction. D'accord? Donc, je sais que la somme des forces ici, c'est égal à MA. Donc, ma petite voiturette de golf, elle va subir une accélération. Donc, ça va aller vers la droite aussi. Et ça va valoir la masse multipliée par l'accélération. Je me refais mon petit repère ici. On va faire comme ça. Y, X, Y, X. Donc, ce qu'on voudrait avoir maintenant, ben, c'est évidemment l'accélération de la voiture. Donc, ici, on a écrit que somme des forces en X était égale à MA. Je sais que la somme des forces en X maintenant, c'est 406.3. X doit être égal à MA. La masse de l'auto étant 540 kg, multiplié par l'accélération. On doit donc se retrouver avec une accélération qui va valoir 406.3 divisé par 540 kg. Okay, donc si on fait ça, A divisé par 540, on arrive à 0,75. Bon, à peu près mètres par seconde carré. Est-ce que ça va pour ça? Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Ouais. Alors, pourquoi je peux plus... Ok, donc B, C, je pense qu'on était rendu à D. Ok, donc maintenant, on rentre un petit peu dans le sujet de cette semaine. On voudrait avoir le travail fait par la force de frottement lorsque la voiture a parcouru une distance de 30 mètres. Okay. Donc là, encore une fois, on cherche le travail de la force de frottement. Donc on sait que c'est moins la force de frottement cinétique multipliée par la distance parcourue. Là, on a déjà toutes les données nécessaires pour pouvoir faire ça. On a la force de frottement qu'on a calculée à la question A. D'accord? Donc 530 newtons. Multiplié par la distance parcourue, c'est-à-dire 30 mètres. D'accord? Ce qui nous donne un travail fait par la route ou par le frottement sur le véhicule qui va être de... Alors, est-ce que je retrouve le 530? Ouais, on va prendre lui. Multiplié par 30. Ce qui nous donne un moins... On va dire 15.9. 10 à la 3 joules. Ensuite, on veut le travail fait par la force de 936 newtons, donc la force motrice, pour un déplacement de 30 mètres. Tac, tac. Donc, B, C, D, E. Donc, on veut le travail de... On va appeler ça la force F, tout simplement. Là. Okay. Alors, première question. Est-ce que le travail de cette force-là va être positif ou négatif?
Positif. Pardon? Positif. Il va être positif, d'accord? Donc en fait, c'est la force motrice ou la force de traction. Donc cette force-là, elle aide le déplacement. En fait, c'est grâce à elle que ça permet le déplacement. Donc on sait que ce travail-là va être évidemment positif. Il va valoir la composante parallèle à la force. La force est entièrement parallèle au déplacement. Donc on va avoir 936, ouais, 936 newtons multiplié par 30 mètres, qui vont jouer sur le système. Donc, encore une fois, 930 multiplié par 30, on arrive à 27,9. Donc, plus 27,9, 10 à la 3 joules. Ok. Ensuite, on voudrait avoir maintenant ce qui est défini comme étant l'augmentation de l'énergie cinétique de la voiture après ce déplacement. Donc, on sait que la force totale, qui est appliquée sur le système, s'en va dans la même direction que le déplacement, ou du moins on a une accélération qui va nous permettre d'augmenter la vitesse. Donc, si j'augmente ma vitesse, nécessairement, j'ai augmenté mon énergie cinétique. Pardon. Donc, on sait que le travail total qui est fait sur un système, il correspond à notre variation d'énergie cinétique. Okay? Donc, à votre avis, ça va correspondre à quoi cette augmentation d'énergie cinétique-là? Le calcul est vraiment, vraiment facile. C'est juste peut-être comprendre ce qu'on demande. Donc, si je remets la question, là, ça correspondrait à quoi l'augmentation de l'énergie cinétique de la voiture? Ce serait 27,9 10 à la 3 moins 15 à la 9 fois 10 à la 3. Ouais. Donc ça, en fait, ça correspond simplement au travail qu'on a effectué sur le système. D'accord? Donc comme j'ai déjà dit, le travail total effectué par le système, ça correspond à la variation d'énergie cinétique. D'accord? Dans ce cas-là, la variation, elle est positive, donc ça correspondra bien à l'augmentation de cette énergie-là. D'accord? Donc, cette variation d'énergie cinétique, ça va bien correspondre à 27,9 10 à la 3 moins 15,9 10 à la 3. D'accord? On peut faire ça plus 15 points ça correspond à 12 0.0 10 à la 3 joules. Donc, la réponse qu'on avait trouvée au numéro B, là, on pourrait la faire multiplier par 30, puis on trouverait la réponse qu'on a besoin à la question F. Donc, je parle, donc, notre 406,2. Oui, tout à fait, tout à fait. OK. On peut le faire si tu veux. À quelques arrondis près, là. On a 12.1, mais j'ai pris 4.6. 406.2, j'ai eu la réponse exacte. Même plus, là. Mais à quelques arrondis près, oui, ça fonctionne. Là. Moi, j'ai 12.18 10 à 3. Ah, excusez. Parce que là, j'ai... Oh, pardon. C'est pas des arrondis, c'est une erreur. Ici, j'ai oublié un truc. J'ai pris 930 et pas 936 dans mon calcul. Ah, j'ai mon doigt caripé, là.
Donc si j'ai pris 930 à la place de prendre 936, la friction reprend 936. Je prends le bon truc. Tac, 930. Ça donnerait 28, pardon. Et pas 27.9. Ça change pas vraiment grand chose. Mais 28.0. 28.0. Et probablement que si on fait ça maintenant, 28 plus ça, on tombe bien sur le 12.18. Ah. 12.18, 12.2. On dira 12.2. Je te regarder un chiffre. Ok. Good. Ensuite, maintenant qu'on a la variation d'énergie cinétique, on pourrait assez facilement aller calculer la vitesse finale. D'accord? On part au repos, donc j'avais une vitesse initiale qui était nulle. D'un point de vue cinématique, on subit une accélération. On subit une accélération de 0,75 mètres par seconde carré. Donc à partir de là, je suis capable d'aller chercher la vitesse finale, sachant que je me suis déplacé de 30 mètres. D'accord? D'un autre point de vue, plus énergétique, j'avais une énergie cinétique initiale qui était de 0. J'ai appliqué un travail, j'ai fourni au système une énergie correspondant à 12,2 kJ d'énergie. Donc, l'énergie cinétique de mon système a augmenté pour arriver à une certaine vitesse. D'accord? Donc, ces deux points de vue-là nous permettent de trouver théoriquement exactement la même réponse, c'est-à-dire la vitesse finale. Donc, on peut trouver la vitesse à partir des résultats de la question F, donc en partant de l'énergie. Donc, je ne sais pas si je vais avoir la place là, mais d'un point de vue énergétique, ou on pourrait dire dynamique ici. Dynamique, on sait que, encore une fois, le travail total c'est égal à la variation d'énergie cinétique. Donc, je sais que je vais avoir mon énergie cinétique finale qui correspond à 1/2 de m fois la vitesse finale au carré, moins 1/2 de m multiplié par la vitesse initiale au carré. D'accord? Alors rapidement, on sait déjà que ce terme-là est égal à 0 parce que initialement j'avais une vitesse nulle. D'accord? Et on sait aussi que le travail total fourni par le système, ça correspond à 12,2 10 à la 3 joules. D'accord? Donc ce qui me reste là-dedans comme inconnu, c'est bien ma vitesse finale. D'accord? Donc à partir de l'énergie, je peux aller trouver la vitesse finale de ma petite voiturette. D'accord? Donc, si on fait le calcul, je vais écrire ici. Donc, la vitesse finale, ça va être égal à, je place ici, à la racine carrée de 12,2 10 à la 3 divisé par, on va mettre une demi de ma masse. Avec une masse de, je me rappelle plus, 540, je pense. Ouais, 540 kg. Donc ça nous donnerait racine carrée de ce divisé par, une parenthèse, je pense, 0,5 multiplié par 540. Okay. Ce qui donne une vitesse finale de 6,7 mètres par seconde. Maintenant, est-ce que ça va pour ça? Ouais, non? Ouais. Ouais? Pour tout le monde? Ok. Donc ça, c'est d'un point de vue dynamique, d'accord? Dynamique, ça veut dire qu'on prend en compte l'énergie du système. Ok? On peut aussi regarder ça d'un point de vue cinématique, comme on a fait au module 2. Donc d'un point de vue cinématique, et je ne vais pas prendre les forces qui sont en jeu. Donc tout ce que je vais faire, c'est prendre l'accélération en compte. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que je peux trouver la vitesse finale en fonction de l'accélération puis de les positions?
C'est un test pour voir si vous avez Alzheimer ou pas. Vous vous rappelez de ça? C'est pas vitesse initiale plus A. Alors, ce serait la vitesse initiale au carré. Ah, toi, tu voulais... Ok, toi, tu pensais à celle-là. Ouais, mais c'est pas delta. Ouais. Elle fonctionne, c'est vrai, mais il faudrait d'abord trouver le temps. D'accord? Donc, on pourrait trouver le temps avec la deuxième équation, mais on sait qu'en combinant les deux, on trouve la troisième, qui, elle, fait directement intervenir le déplacement. D'accord? Le delta x ou ce qu'on voulait, x final ou pas. D'accord? Donc, et c'est vrai qu'ici, on sait que ma vitesse finale au carré, ça va être égal à ma vitesse initiale, 0, on part de 0, plus 2 fois l'accélération qu'on a trouvée à la question C, pardon. Oui. Donc multiplié par 0,75 mètres par seconde carré, multiplié par mon déplacement. Donc ici, on avait 30 mètres de déplacement. Ça, c'est le moment de vérité, hein, quand on compare deux choses. Hein. 0 multiplié par 0. 2 fois multiplié par 75 multiplié par 30. On va mettre une racine carrée, on panique pas. J'ai eu un petit moment de frayeur. Ok, puis on arrive approximativement au même résultat. Donc là, c'est sûr que j'avais arrondi mon accélération. Donc ça nous donnerait... c'est la vitesse finale au carré. Donc ma vitesse finale, je vais mettre ça en jaune. Donc à partir des lois de la cinématique, on arrive à une vitesse finale qui va valoir, j'ai dit, c'est la même chose en fait, hein, 6,7 mètres par seconde. D'accord? Donc heureusement, hein, les différents domaines de la physique se recoupent. Là. Quand on cherche le même résultat, on doit obtenir évidemment la même réponse, dépendamment de la méthode. Donc c'est sûr que dans le module 3, on va préférer quand même travailler avec les énergies. Ça va être pas mal plus rapide et beaucoup plus simple. Ça va nous permettre de travailler aussi avec des accélérations qui ne sont pas nécessairement constantes. On n'aurait pas pu faire ça avec une accélération qui était non constante ici. Mais avec le théorème de l'énergie, on s'en fout un petit peu. Là. Tout ce qui nous intéresse, c'est les états initiaux et finaux. Okay. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment un test. Là. Je vous laisse regarder l'exercice 8. Ça devrait pas vous prendre tant que ça. OK? Fait on va juste rapidement. Initier le programme. Là. Le problème, pardon. Tac. Donc, on a une brique. On a une brique, ici, qui glisse sur une surface horizontale. Tac, donc j'ai une surface horizontale, après avoir été lancée à une vitesse de 28 mètres par seconde. Donc ici, on a une vitesse initiale qui est égale à 28 mètres par seconde. Le coefficient de frottement cinétique vaut 0,25. Donc ça implique qu'on a évidemment une force de frottement. Donc à ce niveau-là, je vais avoir une force de frottement cinétique parce qu'on se déplace à une vitesse de 28 mètres par seconde. Évaluer la distance pour... évaluer la distance pour un arrêt complet. Donc ici, le seul petit souci qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas la masse. Donc souvent, quand on a un exercice comme ça, puis qu'on ne connaît pas la masse, le mieux, c'est d'aller écrire des équations. Puis de voir après ce qui se passe avec nos équations. Donc, juste pour terminer, ici, on a notre coefficient de frottement cinétique qui est équivalent à 0,25. D'accord? Donc,
Ben, ici, je vous conseillerais d'essayer d'aller écrire vos équations. Donc, essayer d'aller trouver, peut-être dans un premier temps, quel est le travail de la force de frottement, parce que ben, clairement, ça a l'air d'être la seule force qui induit un travail. D'accord? Si on considère qu'ici, il nous reste le poids et la normale. Donc, moi, j'irai essayer de trouver le travail de la force de frottement. Puis, une fois qu'on a trouvé le travail de la force de frottement, ben, possiblement que ça pourrait être intéressant d'aller écrire notre équation pour l'énergie. Pour la conservation de l'énergie. Okay. Donc, je vous laisse regarder ça. Puis vous me dites quand vous avez terminé, vous mettez un petit signe d'approbation quand vous avez terminé. Je veux aucun chiffre là-dedans, je veux juste des lettres. Ce serait quoi le travail de la force de frottement? C'est la Moins force M de... fois... Vas-y, pardon, vas-y. moins, c'est ça. Moins la force de frottement cinétique multipliée par la distance. Moins la force de frottement cinétique multipliée par la distance. OK? Puis la distance, c'est ce qu'on cherche. N'est-ce pas? C'est notre inconnu. Oui. OK? Mais là-dedans, comment est-ce que je peux remplacer la force de frottement? Qu'est-ce qu'on connaît de la force de frottement? Ça va être la normale fois 0,25. Ah, je veux pas de chiffre, là. Ah, fois MK. Fois Ouais. 1000K multiplié par ce qu'on cherche, c'est-à-dire D. OK. Puis la normale, ce serait quoi dans ce cas-là? On peut faire ici somme des forces en Y est égale à 0. D'accord? Donc N, c'est égal à quoi? J'ai N moins mon poids. Right? Donc, est-ce qu'on peut encore remplacer N par autre chose, là? On pourrait le remplacer par le poids, mais ça revient au même. Ben, ça dépend, le poids, comment est-ce qu'on le... ok, d'accord, donc, multiplié par le poids, multiplié par mu k, on s'en vient, on approche, hein. Puis le poids, comment est-ce que je pourrais l'écrire autrement aussi? M fois G. Ouais, ok. Donc là, on aurait moins m, g, mu k, multiplié par la distance d, qui est, encore une fois, notre inconnu. Right? Ok, c'est pas mal. Ben là, on a fait intervenir la masse là-dedans. La masse qu'on n'a pas. Donc même si on l'a pas, au moins on la voit quelque part. Donc ça, c'est important de la faire apparaître. Okay? Donc mon théorème de l'énergie, on sait que c'est le travail de la force de frottement, parce qu'en fait le travail total, là, qui est en fait la force de frottement, qui va être égal à ma variation d'énergie cinétique. D'accord? Ma variation d'énergie cinétique, c'est bien 1/2 de la masse multipliée par la vitesse finale au carré, moins 1/2 de la masse multipliée par la vitesse initiale au carré. Vous voyez où est-ce que je veux en venir un petit peu, là? Pas du tout encore. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Vous êtes bloqué, là? Peut-être aider un petit peu, là. Ça correspondrait à quoi, ce premier terme-là? À 0. À 0, parce qu'à la fin, ben, on est à l'arrêt complet. D'accord? Donc ça, c'est 0. Alright? Donc, comment est-ce que je peux réécrire cette équation-là? Dites-moi ce que j'ai d'un bord et de l'autre, là, maintenant. Toujours symboliquement, là. On n'a pas besoin de valeur pour l'instant. Mais on pourrait-tu faire que moins mg fois k fois d est égal à moins 1/2 mv initial à la 2?
Ben, je suis pas vraiment d'accord avec la formulation. Je suis pas d'accord sur le fait qu'on pourrait, mais effectivement, on Ouais, doit. ok, Là. ouais, oh, ouais. Mais effectivement, je remplace le travail de la force de frottement. Donc, c'est ça le travail de la force de frottement dans l'équation. Donc, j'ai moins mg mu k multiplié par d qui va être effectivement égal à moins une demi de m multiplié par la vitesse initiale au carré. Ok, actuellement, j'ai aucune valeur là-dedans. Ça ne m'a pas empêché d'écrire des équations. D'accord? Au contraire, je trouve ça même presque plus clair que si on a des valeurs qui ne savent pas à quoi ça correspond. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Remplacer les valeurs qu'on connaît déjà, Non, puis isoler le M. non, on remplace pas. Parce que tu connais toujours pas m. Ça va être pogné. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce m qui nous embête là? Monsieur, le M c'est des deux bords, donc on peut simplifier, non? Ben, il est des deux bords, puis j'ai juste des multiplications. Donc, en fait, on pourrait le simplifier effectivement, mais ce que je peux faire plus clairement, là, pour que ce soit mathématiquement plus juste, c'est que je vais multiplier tout par 1 sur m. Donc je multiplie ça par 1 sur m, puis je multiplie tout ça par 1 sur m. Quand j'ai le droit de le faire parce que je multiplie des deux bords par la même chose. Donc ça s'annule. Okay? Donc si je multiplie tout ça par 1 sur m, ben j'ai ça qui s'en va, et puis ça qui me donne 1. On est d'accord? Ben, je viens de régler mon problème, j'ai plus de m dans l'équation. Tout ce qui me reste comme inconnu maintenant, c'est ma distance d. Fait que si on fait ça, ben on sait que la distance d parcourue totalement par la brique, ça va être égal à une demi de m fois la vitesse initiale au carré divisé par g multiplié par mu k. Puis mes deux moins ici ils sont aussi annulés. Right? Si ça vous amuse, maintenant vous pouvez effectivement remplacer les valeurs, là, mais c'était pas obligatoire. On peut le faire directement dans le calcul. Donc on aurait 0,5 multiplié par la masse de notre... pardon, la masse on vient de l'enlever, pardon. C'était un petit peu le but là. Multiplié par la vitesse au carré, donc 28, elle est déjà en mètres par seconde. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas dedans. Okay, tu peux faire 28 au carré. Divisé par 9,81 multiplié par 0,25 nous amène à une vitesse de une distance pardon de 159,8 mètres. C'est en rouge en fait. 159,8 mètres. Ça va? Sur le principe, est-ce que ça va? Donc, Ouais. hormis le fait que Ouais. qu'il fallait faire un petit peu d'opération, ben, c'est pas mathématique, là, mais un petit peu d'algèbre là, pour résoudre ça. Là. De mémoire, ça fait longtemps que j'ai donné ce cours-là en ING 150. Là, pour ceux qui vont le prendre probablement la session prochaine, là, ce genre de choses-là, ça arrive quand même assez souvent dans les exercices, là, d'accord? Mais donc, gardez à l'esprit que si vous avez un exercice comme ça avec une masse, puis vous savez qu'elle doit apparaître quelque part, puis qu'on ne vous la donne pas, ben, il y a de grandes chances qu'elle s'annule. D'accord? Donc, quand vous êtes rendu à ce moment-là, ben, c'est juste de la faire apparaître dans les équations, puis de regarder est-ce qu'il y a un moment donné, on va être capable de simplifier cet inconnu-là. On va terminer avec un petit exercice de ressort. D'accord? Donc, juste pour se rafraîchir la mémoire, là, je l'ai mis déjà au début, là, mais on va juste le rappeler comme ça. Je vous rappelle que
le travail exercé par la force du ressort, c'est moins une demi de la constante de rappel multipliée par la déformation finale de notre ressort moins la déformation initiale de notre ressort. Les deux évidemment au carré. D'accord. Donc le principe reste le même. D'accord. On essaie de trouver le travail des forces réalisé sur le système, donc là sur le bloc de 2 kg. Puis ensuite, si on cherche une vitesse, ben on utilise le théorème de l'énergie pour aller chercher cette vitesse-là. Ouais. Donc je laisse regarder ça. C'est assez direct. Peut-être ça peut être utile de faire des schémas. Oui? Est-ce que du moment qu'on dit que c'est poli, c'est qu'il n'y a pas Ouais, de frottement? Ok. exactement. Ouais. Alors, donc on est à plat, j'imagine. Donc, donc on est à plat, donc il y aura pas de travail du poids. On est sur une surface polie, il n'y aura pas de travail de la force de frottement. Donc tout ce qu'on a, c'est une énergie cinétique initiale, d'accord, qui va se transformer en travail. D'accord. Donc, je laisse faire le début, là, si vous avez besoin d'un petit schéma, là, parce que souvent je le fais, mais c'est vrai que c'est quand même la partie la plus compliquée peut-être de décortiquer l'énoncé. Puis en attendant, moi je vais regarder les qualifications des JO d'escalade. Comme ça, moi je ne veux pas m'embêter. Alors, est-ce que ça vous paraît logique tout ça? Vous êtes en train de faire ça de manière assez directe ou ça vous pose encore beaucoup de questions là-dessus? Pour ma part, je me rappelle plus comment on fait avec les ressorts. Mais je notais à côté le travail du ressort. Il n'y a pas de différence, d'accord? On va juste calculer le travail du ressort. Ok. Donc, on a. Si on regarde rapidement ce que veut dire l'énoncé, là, si on essaie de retranscrire un petit peu les données de l'énoncé, on a un bloc ici qui glisse. D'accord? Donc, s'il glisse, ben, ça veut dire qu'initialement, il a une vitesse initiale qui va être supérieure à 0. D'accord? Puis évidemment, c'est notre inconnu ici. C'est ce qu'on cherche à savoir. D'accord? Donc, supérieur à 0. Et nous, ben, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Donc, il est en train de glisser sur un bloc, sur une surface polie. Donc, c'est-à-dire que là, il ne perd pas de vitesse. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de frottement. Il n'y a pas de pente non plus. Et il arrive sur un ressort. D'accord? Donc, ici, on a un ressort. Tac, tac, tac. D'accord? En arrivant évidemment sur le ressort, ce bloc-là, il a de l'énergie cinétique. Donc on se rappelle que quand on arrive sur un ressort, il va venir comprimer le ressort. D'accord? Puis le ressort va venir absorber l'énergie cinétique de notre bloc. D'accord? Donc on va finalement transférer l'énergie cinétique de notre bloc en travail, ou du moins avec du travail dans le ressort. D'accord? Puis la semaine prochaine, on verra évidemment que en transférant cette énergie-là, on vient simplement donner au ressort de l'énergie qu'on appelle potentiel. D'accord? Mais là, on verra ça la semaine prochaine. D'accord? Mais d'un point de vue général, on voit que le ressort, lui, il s'est comprimé. D'accord? Tac. Donc maintenant, mon ressort, lui, il est tout comprimé comme ça. D'accord? Et j'ai toujours mon bloc qui n'a pas disparu. Donc, mon bloc, lui, est toujours ici. Alright? Donc, on va considérer que c'est une déformation qui est nulle. Donc, initialement, la déformation... Hop là. Hop, mais voyons, pourquoi un 3? La déformation de mon ressort initial
c'est 0. D'accord? Il arrive sur le ressort. Le ressort, lui, il n'était pas initialement comprimé. Il n'y avait rien qui le comprimait. D'accord? Donc, il n'y a pas de déformation. Ok? Une fois que le bloc est venu comprimer le ressort, on va avoir une déformation du ressort, donc on va appeler ça finale, qui va être de 50 cm, donc de 0,5 mètres. Est-ce que ça va, ça? Oui. À partir de là, vous avez maintenant tout pour résoudre. D'accord? Il manque peut-être une dernière chose. Ce serait quoi la vitesse finale du bloc? Le bloc va jamais s'arrêter, non? Parce qu'il n'y a pas de frottement. Il y a un ressort. Ça va Oui. être 0 avant qu'il reparte. D'accord? C'est marqué avant de s'arrêter. Donc, effectivement, il va être à 0. Il va comprimer le ressort et il comprime. Il atteint une vitesse nulle. Puis, effectivement, à un moment donné, le ressort, il a accumulé de l'énergie. Il va vouloir la libérer. Donc, ça va repartir dans l'autre sens. D'accord? Mais avant que ça reparte dans l'autre sens, effectivement, la vitesse va être égale à 0. Oups, c'est pas le bon truc, ça. Donc, effectivement, cette vitesse finale ici va être égale à 0. Right? Donc, tout ce qu'il nous reste à faire ici, on peut le faire en une seule équation. On peut exprimer le théorème de l'énergie. Donc, le travail total exercé sur le système, ça va être égal à la variation d'énergie cinétique. Il faut juste compléter un petit peu cette équation-là. Je laisse à 2-3 minutes pour essayer de regarder ce qui va rentrer là-dedans. Donc, deux personnes qui ont réussi à terminer, déjà bien. Est-ce que d'autres, il y en a d'autres qui arrivent ou qui n'y arrivent pas? Qu'est-ce qui vous embête là-dedans? Hein? Je pense qu'on a à peu près tout donné. Là. D'accord? Fait on va séparer on va finir avec ça, puis on va séparer les deux sections là. Ok? Je peut-être pas la place. Ouais, ok, j'aurai la place. Alright. Fait comment. Alors évidemment, ceux qui ont réussi, peut-être pas la peine de répondre, là, mais peut-être les autres essayer de m'aider. Là. Fait le travail total ici, il correspond à quoi? Allez, qu'on en finisse, qu'on puisse aller manger. Là. À quoi ça correspond mon travail total? Là? D'une autre manière, c'est quoi les forces qui vont induire un travail? Allô, c'est toujours là? C'est pas compliqué cette question. C'est quoi les forces qui induisent un travail là-dedans? Allô? Vous êtes là? Personne? Je vais aller manger, moi, je pense. Hein. Non, monsieur, je suis là. Moi, je suis là. Alors, c'est quoi les forces qui induisent un travail? Le ressort. Exact. C'était dur, ça. Hein? C'est la seule force qu'on a. Ok. Fait qu'on va avoir le travail de la force du ressort qui va induire un travail. Ok. Comment on va exprimer ce travail de la force de ressort? Qu'est-ce qu'on va voir là-dedans, dans cette équation? Là?
La constante, l'élasticité. Ok, allez, donnez-moi des valeurs là, qu'on en finisse là. Avec moins une demi de la constante de ressort, puis par 20. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Le delta de la position. Ouais, ce serait combien ça? 0,5 à la 2. Donc on aurait 0,5 final au carré. Initialement, ben, mon ressort n'était pas comprimé. 0. Ok. Ça me donne le travail. Le travail de mon ressort. Ok. Le travail de la force du ressort. Ok. Ensuite, en termes d'énergie. C'est quoi ma variation d'énergie cinétique que je vais avoir là? Donc ça va être quoi l'équation? Il nous reste quoi là-dedans? Ouais. Ça représente quoi le terme de variation d'énergie cinétique? Eh, mon Dieu, faut vous tirer les verres du nez, c'est incroyable ça. Juste vérifier que vous avez compris. C'est pas le 1,5 fois la masse. Fois Ouais. la Ok, donc vitesse 1,5 de la masse multiplié par la vitesse, mais quelle vitesse? La vitesse finale. Qui est de combien? 0. Ok, donc ce terme-là, c'est égal à 0. Ok. Ensuite, on va avoir quoi? La même chose, mais pour la vitesse initiale. Enfin, Ouais. moins. Ça va y avoir un moins, c'est important. Multiplié par 1,5 de la masse, multiplié par la vitesse initiale au carré. Puis évidemment, c'est ça qu'on est en train de chercher. C'est cette vitesse initiale qu'on est en train de chercher. D'accord? Donc évidemment, ben, il reste à faire le calcul. Puis si on fait le calcul, on arrive à une vitesse de, je ne sais plus combien, 0,52 je pense. De même, 0,58. Par seconde. Ouais?